Bonjour à tous. Et merci encore à Barbara. Je sais à quel point c'est difficile d'intervenir en langue étrangère. Donc ma langue native, comme vous le devinez, c'est pas tout à fait le suisse romand, mais pas très loin. Donc je suis français. Je vais vous parler de quelques casquettes que j'ai, avec une seule tête, mais plusieurs casquettes, non pas, et de mon parcours, pas parce qu'il est exemplaire, mais parce que ça va vous permettre de mieux comprendre ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Donc une seule tête, plusieurs casquettes. La première casquette dont je parlais très peu jusqu'à présent, mais je vois à quel point elle m'a transformé, et puisqu'on parle de transformation, c'est la casquette de papa. J'ai deux petits-enfants que j'ai eu assez tard, donc 3 et 5 ans, et c'est assez fascinant de voir à quel point ça transforme de l'intérieur. Ça va être le sujet de mon prochain livre, d'ailleurs. Voilà, c'est extrêmement riche pour moi. C'est à cause d'eux, quand même, parce que quand je vois Mario, et pardon, j'ai pas retenu votre prénom, Adrienne, ça me fait penser que j'ai beaucoup dansé le tango argentin et que depuis qu'ils sont nés, il y a 5 ans, je me couche à l'heure où je partais avant en milonga. Donc c'est un des... Vous avez connu ça aussi, d'accord. Épuisé, voilà, ça va revenir. D'accord. Donc merci d'être là, ça m'a rappelé de plein de magnifiques souvenirs et voilà, ça paraît... C'est énorme. Je sais à quel point c'est beaucoup de travail et de passion aussi, donc merci. Deuxième casquette, je parlais de l'écriture, c'est le prochain livre, voilà, j'ai écrit 5 livres, c'est les heures matinales. Pour moi, c'est des heures aussi d'écrire, c'est partager, mais c'est aussi vraiment se confronter à soi-même. Et il y a la page blanche, c'est un chemin de découverte aussi. Voilà, donc j'aime toujours autant ça et je pense que j'écrirai encore longtemps. Troisième casquette, après celle d'entrepreneur pendant 10 ans en Asie, c'est celle qui consiste à être plutôt constructeur de ponts maintenant, à être entrepreneur, ne plus être entrepreneur moi-même, mais constructeur de ponts. Parce que ça fait 20 ans que je vis dans 2 mondes. Au début, c'était entre 2 mondes parce que je ne savais pas où me placer. Maintenant, je passe de l'un à l'autre. Je vois la beauté dans les deux. Le premier, c'est le monde de l'entreprise. J'ai toujours aimé le monde de l'entreprise et j'aime toujours autant le monde de l'entreprise. J'aime parce que j'y trouve une énergie que j'apprécie énormément, que je peux symboliser par ça. Ça, pour moi, c'est l'art qu'on a en entreprise, de se fixer des objectifs. Et puis, une fois qu'on s'est fixés, on va trouver tous les moyens, en soi-même, collectivement, en équipe, pour les atteindre. Et puis, si la porte est fermée, on va chercher à trouver une fenêtre ou la cheminée. Voilà, j'aime beaucoup cette énergie. Et en même temps, l'autre monde que j'ai découvert il y a 20 ans, notamment dans des rencontres avec des moines, qui était le sujet de mon deuxième livre, j'ai vu des regards pétillants de joie, j'ai vu des gens en apparence qui n'avaient pas grand-chose, mais qui semblaient avoir tout. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être moine, j'étais même pas croyant au sens traditionnel, je suis toujours pas, mais je me suis dit, ces regards me font envie, profondément. Et je me suis promis, quand j'avais 20 ans, de trouver les moyens d'importer dans ma vie au quotidien un peu de ce pétillement du regard. Voilà, donc constructeur de ponts, essayer de réunir voilà, cette énergie que je trouve dans le monde de la sagesse. Je la symboliserai par un autre geste qui va être celui-là, je vais faire sans micro du coup. Voilà, ce geste qui est en fait non pas l'art d'agir avec efficacité, mais l'art de revenir à l'essentiel, de trouver en soi les plus belles parties, de voir aussi les plus belles parties chez les autres, de se relier à plus grand que soi aussi, et de trouver une paix intérieure profonde, même quand on a vu les images de tourbillons, les grosses vagues. Voilà, ma grande découverte auprès de certains maîtres de sagesse, c'était de voir que même dans les plus grandes tourmentes, il y avait la possibilité de trouver un centre de paix, un point inébranlable en fait. Voilà, et j'aime ces 2 mondes, je les aime autant l'un que l'autre, un peu comme 2 enfants. Et depuis pas mal d'années maintenant, j'essaye de réunir ces 2 mondes dans un geste qu'on pourrait, voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça, on continue à agir avec efficacité le plus possible. Et en même temps, quand on agit, on essaie de garder ce point de conscience, cette paix intérieure, cette attention à soi-même et aux autres. Voilà, ça c'est la 3e casquette. Et ça passe notamment par l'organisation alors j'accompagne des équipes de dirigeants dans l'intégration de certaines pratiques du monde de la sagesse dans leur quotidien, en individuel, en équipe, notamment ce qu'on appelle mindfulness ou la méditation de pleine conscience, voir à quel point ça peut non seulement aider à être plus paisible au quotidien, mais aussi à prendre des décisions plus justes, à se relier davantage aux autres, à être plus aussi à l'écoute de la plus belle partie de soi-même. Voilà, il y a plein de liens possibles avec le management que j'ai découvert simplement au fil des années et que j'aime partager maintenant. Et puis c'est aussi l'organisation de retraites avec des maîtres de sagesse pour moi, des gens comme Mathieu Ricard, Jean-Yves Leloup qui vient de temps en temps ici, avec Frédéric Lenoir, des gens qui viennent plutôt du monde de la sagesse, mais qui sont aussi des gens d'action à leur façon.
Voilà, c'est très intéressant de réunir ces deux mondes. Et puis quatrième casquette, je vais finir avec ça parce que je ne viens pas avant tout pour parler de moi, mais je pense que c'est important parce que c'est aussi une partie très importante de moi-même et qui prend maintenant de fait presque la moitié de mon temps. Ça dépend des jours, mais entre un tiers et la moitié de mon temps, c'est celle de militant associatif. J'ai été frappé au fil des années par l'intensité de certaines rencontres. Quand j'étais entrepreneur en Asie, pour moi, une vie intense, c'était le tourbillon du matin au soir, les déplacements, les multiples rendez-vous, la frénésie de croissance, croître le plus vite possible, le pied au plancher. C'était une belle aventure entrepreneuriale. Et puis j'ai fait quelques rencontres avec des gens en précarité, certaines que j'avais fait très jeune d'ailleurs, mais qui m'avaient marqué, avec des gens en marge de notre société en fait, et qu'on ne voit jamais dans notre quotidien en entreprise. Des gens en grande précarité, des gens qui sont en train de quitter la vie, donc des personnes en fin de vie, des personnes qui viennent de rentrer dans la vie, les enfants, tout petits enfants, 3-6 ans en particulier que je rencontre le plus. Et voilà, j'ai pris certains engagements associatifs forts pour m'assurer que je pouvais apporter une contribution à ces gens-là, mais aussi que semaine après semaine, je fasse maintenant ce type de rencontres, que je ne laisse pas au hasard de ma vie, que je ne rencontre pas un de temps en temps comme ça, mais que voilà, chaque lundi, je sois au contact de personnes en fin de vie. Chaque mardi, j'emmène un groupe d'enfants, de petits dans la nature, pour nous relier à cette nature dont on fait partie. Et puis des personnes de grande précarité que je n'allais pas dire me force, mais qu'il y a un certain effort quand même pour maintenir un espace dans l'emploi du temps. Donc en tout cas que je veille à continuer à rencontrer. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'a complètement amené à revisiter ce qu'est une vie intense. De plus en plus, pour moi, une vie intense, ce n'est pas cette vie d'entrepreneur que j'ai eue pendant l'année. C'est une vie où il y a suffisamment de ces rencontres qui, par le seul regard parfois, vous sentez que vous touchez à quelque chose d'essentiel. Et il y a aussi beaucoup de joie. Alors je reparlerai du thème de la joie tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est 4 casquettes, il y en a quelques-unes d'autres, mais je voulais avant tout vous parler non pas de moi, mais de ce thème qui me tient tant à cœur, qu'on a préparé avec Willy et Lorenzo, se réinventer soi-même, réinventer son organisation. Alors quelques mots d'abord sur se réinventer soi-même. Je ne vous connais pas malheureusement, on n'aura pas le temps de vraiment se connaître, mais je suis persuadé que la plupart d'entre vous, si ce n'est tous ici, vous avez déjà eu l'expérience dans votre vie d'un moment de réinvention. Un moment où nos habitudes, nos valeurs, ou peut-être même notre identité ont été chamboulées. Et une expérience de laquelle peut-être vous êtes senti à la fin pas être complètement le même ou la même. Alors ça peut être, et je vous laisse, peut-être vous avez déjà un exemple qui vous montre en tête, ça peut être dans votre famille, ça peut être un décès d'une personne proche, ça peut être une maladie que vous avez vécue vous-même ou un de vos proches, ça peut être une naissance ou deux ou plus. Ça peut être aussi dans la sphère professionnelle, un changement assez radical de profession, de métier ou d'entreprise. Voilà, je vous invite à penser à peut-être un moment maintenant où vous avez eu l'impression soit de choisir, soit d'avoir eu à vous réinventer vous-même. On n'aura pas le temps de faire un partage, mais juste quelques secondes, voilà, laissez monter peut-être un événement à votre esprit. Puis maintenant, je vous invite à juste chercher dans votre tête un mot, juste un seul. Le mot qui vous vient spontanément pour qualifier cette période, qui a pu être courte ou plus longue. Juste un mot pour qualifier cette période. Puis on va partager quelques mots comme ça au hasard, si vous voulez bien. Pas la situation là, même juste le mot qui vous est venu pour qualifier cette période. Oui. Confiance. Confiance. Chance. Évidence. Injustice. Évidence. Découverte. Joie. Libération. Inconfort. Sauter. Défi. Breakthrough. Ok, donc là, franchir un saut, en fait, un palier. Ouais. Inconscience. Ah, c'est beau la diversité des expériences. Moi, ça me donne toujours envie de plonger dans vos expériences respectives. Là, on n'a pas le temps, évidemment. Lâcher prise, ouais. Et vous voyez, ce qui est intéressant, on va arrêter là, mais ce que je trouve déjà intéressant, il y a peut-être autant de mots qui évoquent une expérience difficile
que de mots qui évoquent une expérience peut-être joyeuse. Il y a le mot de confiance, il y a le mot de... voilà, c'est assez contrasté en fait. On a comme une sorte de palette avec différentes couleurs. Et effectivement, pour moi, ces transitions, il y a ces différentes couleurs. C'est comme une palette. Je voulais juste en partager deux dans mon propre parcours. Il y en a eu plus que deux, mais deux qui sont particulièrement relatives au monde du travail. La première, ça a été de passer de manager dans pas un énorme groupe, mais une entreprise de taille assez respectable, à entrepreneur en Asie. Et il se trouve que j'avais choisi cette entreprise dans laquelle j'étais manager parce que les valeurs me plaisaient, je faisais beaucoup de montagnes, c'était une entreprise qui avait un lien avec la montagne. Et j'ai découvert, même en poussant la porte le premier jour, une atmosphère de peur, une entreprise extrêmement toxique à mes yeux. Je ne pensais pas que ça existait encore, une entreprise managée par la peur, mais ça existait. De fait, elle n'existe plus maintenant, ou quasiment plus. C'est une autre histoire. Et voilà, et donc je travaillais dans cette entreprise en me disant, bon, j'essayais de protéger moi-même et mon équipe, mais je me disais, la toxicité de l'entreprise, après tout, c'est pas de ma faute. Enfin, voilà, elle existe comme ça, et donc dans mon identité, j'étais plutôt en protecteur de moi-même et des autres. Quand je me suis retrouvé chef d'entreprise, entrepreneur, il y a eu deux changements, un par rapport à cette toxicité. La toxicité potentielle de mon entreprise pour mes employés, c'était avant tout ma responsabilité. Gros changement, énorme changement, qui invite déjà à me réinventer moi-même. Je suis responsable de la toxicité ou de la non-toxicité du travail dans mon entreprise. Deuxième changement aussi, c'est l'apprentissage de la peur. Alors, la peur dans cette entreprise managée par la peur, je la connaissais forcément, parce que je voyais beaucoup de gens qui étaient licenciés du jour au lendemain et je me disais, tiens, voilà, ça peut arriver à tout moment. Mais c'est pas la même. Voilà, c'était la peur d'être licencié et puis d'avoir à se remettre sur le marché du travail. Et voilà. La peur, quand je l'ai expérimenté par exemple à Tokyo, quand je suis allé monter la filiale de mon entreprise en 2008, si ça vous rappelle quelque chose, 2008, c'était. Voilà, j'ai perdu avec mon associé et moi avons perdu en quelques semaines 6 mois de chiffre d'affaires, puis 9 mois de chiffre d'affaires suite à Lehman Brothers. Voilà, et c'est une expérience assez intéressante en tant que, alors que je ne demanderais pas à faire, mais en tant que chef d'entreprise, vous sentiez littéralement le sol qui se dérobe sous vos pieds, jour après jour, comme une chute dans un tunnel. Et ce n'est pas juste votre job que vous perdez, c'est potentiellement votre chemise, c'est aussi votre identité. Donc voilà, et je me souviens de ces jours où je me sentais pris dans le tourbillon et j'avais déjà pas en projet ce projet de livre d'écriture sur les moines, mais j'avais en tête encore ces regards des moines. Et c'est la période où je suis plus allé à leur rencontre et où à Tokyo, j'avais mis dans mon emploi du temps de passer 2-3 heures par semaine dans les montagnes, prendre mon petit train de banlieue pour aller. C'est ça qui est magnifique avec Tokyo, vous avez des très belles montagnes à 1 heure de train. Et voilà, j'ai encore des images très très parlantes montées, voilà, sanctuariser ce temps dans mon emploi du temps, passer 2-3 heures seul dans les montagnes, y méditer au sommet et regarder la peur en face, quoi. Pas la mettre de côté en disant non, ça ira. Non, la peur est là, je l'accueille, j'apprends à vivre avec elle, à faire en sorte qu'elle ne détruise pas ma vie, qu'elle ne détruise pas ma famille, mais voilà, elle est là et j'apprends à l'apprivoiser et non pas à l'écraser ou à l'oublier. Voilà, donc un autre moment de réinvention. Il a passé 15 minutes. D'accord. Ah oui, déjà. Merci, c'est ça que ça... Voilà. Donc je vais passer sur le deuxième épisode, du coup. Je vais en dire juste très rapidement un mot, ça a été de passer de chef d'entreprise à dirigeant associatif. Je suis très impliqué dans la gouvernance de 3 associations. Et ce qui est formidable en termes de réinvention, c'est que là, les gens n'ont pas besoin de vous pour vivre. Donc le paycheck, si jamais votre leadership n'est pas inspirant, ils disparaissent, tout simplement. Quasiment parfois d'une semaine à l'autre. Et voilà, je trouve ça formidable en termes de réinvention en tant que leader, se dire, là ça va même au-delà de l'attention à la toxicité, c'est comment générer de l'enthousiasme. Pas juste une fois de temps en temps, pas juste lors d'un événement annuel, mais comment susciter l'enthousiasme et le sens le plus régulièrement possible. Et là j'étais vraiment inspiré par un petit livre que j'ai partagé avec quelqu'un et que j'ai partagé dans mon dernier livre qui s'appelle La communauté, lieu du pardon et de la fête de Jean Vanier, un homme extraordinaire, fondateur des communautés de l'Arche. Un petit livre que je vous recommande, qui a été publié dans les années 70 et que j'ai relu 2 fois, 3 fois. Il existe maintenant dans une petite version illustrée, d'homo, pardon et fête, qu'on trouve assez rarement dans les livres de management. Mais voilà, notamment le sens de la fête. Voilà, comment créer ce sens de la fête dans une communauté de travail. Voilà, donc ça c'est du côté de se réinventer soi-même. Après, l'autre partie de la conférence, c'est réinventer son organisation. Et de fait, il y a pas mal de leaders en ce moment qui se sont mis en tête
parce qu'il y a aussi des exemples inspirants, de réinventer leur organisation. Et un des points clés que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que dans ce travail de réinvention de son organisation, la réinvention de soi-même en tant que manager, en tant que leader, mais aussi en tant que contributeur individuel, pratiquement à tous les échelons, c'est plus qu'une invitation, c'est presque même une obligation pour se sentir à l'aise. Ce n'est pas une obligation juridique, mais pour se sentir à l'aise dans une organisation qui se transforme, il y a forcément un moment ou un autre une invitation assez ferme à se transformer soi-même. Alors, un petit mot sur les organisations OPAL, ou Teal Organizations, qu'a décrite Frédéric Laloux. Est-ce que quelqu'un a lu le livre dans cette pièce? L'une des versions, la version extensive ou la version abrégée et illustrée? D'accord, à peu près un tiers ou un quart. Donc je vais dire quand même quelques mots. Frédéric Laloux s'est mis en tête, il y a quelques années, il était consultant chez McKinsey, et voilà, il voyait la fin d'un modèle, il s'est mis en tête d'aller rechercher des organisations dans lesquelles il sentait une profonde envie d'innover quant à la forme de gouvernance et à la façon même dont l'organisation fonctionnait. Donc il a fait pas mal de recherches, des critères avec sa rigueur de consultant McKinsey, et voilà, presque un travail universitaire, mais en tout cas très rigoureux. Quelles sont les organisations qui sont à la fois très performantes du point de vue business, et puis en même temps très innovantes du point de vue de la gouvernance. Alors ce qu'il a découvert, c'est qu'il y avait 3 traits communs chez ces organisations. Il en a sélectionné 12 avec des critères assez rigoureux. La plupart des entreprises, donc champ business, 11 sur 12, une école quand même à Berlin, et les autres, dans les 11 entreprises, des grosses entreprises, certaines, et puis pas mal de PME aussi, dans différents champs d'activité. Donc voilà, il y avait un mix assez fort. Il a découvert donc que ces entreprises avaient 3 choses en commun. Et on verra lien du coup avec la transformation intérieure des dirigeants. Pour ceux qui ont lu le livre, sur ces trois traits communs, quel est celui qui vous a le plus marqué? Celui dont vous vous souvenez le plus maintenant? Le wholeness, ok. Donc wholeness, l'authenticité. Alors c'est difficile à traduire wholeness. Complétude, ouais. Ce sera le plus. Mais c'est un mot qui n'est pas forcément compris par tout le monde, mais on peut dire complétude. Authenticité peut être une traduction partielle, mais. Est-ce qu'il y a d'autres traits qui vous ont marqué? L'empowerment, ouais, une redistribution assez radicale du pouvoir, en fait, qui va bien au-delà d'une délégation poussée. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Voilà. Et puis un troisième trait. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui est moins souvent retenu, justement. Peut-être parce qu'il est un petit peu plus difficile à toucher du doigt. Il demande un peu plus d'efforts, parfois. Le troisième trait qu'il a constaté, c'est une attention très soutenue à ce qu'il appelle le noble purpose, c'est-à-dire l'âme ou la vocation de l'organisation, par opposition à ce qu'on lui définit en termes de stratégie, comme voilà, c'est là qu'on doit aller, c'est ça qu'on doit faire, c'est cela qu'on doit viser. Lui dit, dans ces organisations, il y a une vraie attention à écouter, on y reviendra tout à l'heure, où l'organisation a presque envie d'aller comme s'il était un organisme vivant. Il fait le parallélisme avec un organisme vivant par rapport à une machine. Voilà. Alors, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas, je vais donner quelques illustrations très concrètes. Redistribution radicale du pouvoir. Dans le travail de Frédéric, il y a différents modèles. Hein. Je crois que vous aurez quelqu'un cet après-midi qui parlera d'holacracy. Il y a d'autres modèles. Mais voilà, je pense que là où son livre s'est vendu à 200 000 exemplaires dans le monde déjà, auto-publié, ce qui est assez sans précédent, parce qu'il est aussi très concret. Il va dans le détail de plein de procédures, du recrutement à l'évaluation, à la prise de décision collective, etc. Donc je vais donner un exemple, moi, qui m'a le plus plu en tant que moi-même homme d'action et maintenant dirigeant associatif, c'est ce qu'il appelle Advice Process. Un process finalement assez simple qui évite aussi les vraies dérives de trop de collectivisme, de donner la parole à tout le monde, de consulter, Barbara en parlait tout à l'heure, des heures et des heures de rendez-vous, on ouvre, on prend l'avis de tout le monde, puis en fait, personne n'arrive à refermer, et du coup, on se noie dans des réunions sans fin. Advice Process, c'est assez simple, vous verrez, il y a son livre à l'entrée, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Advice Process, donc Advice, donc comme conseil en fait. Je ne sais pas comment il est traduit en français d'ailleurs, mais Advice Process, c'est-à-dire un principe finalement assez simple, mais assez passionnant à expérimenter, je peux vous promettre, c'est dans une organisation, tout le monde a le droit de prendre la moindre décision, même les plus importantes. Tout le monde. Donc pas que les dirigeants ou le comité exécutif ou le comité de direction. Tout le monde a 2 conditions. De consulter, 1, les gens qui ont une expertise sur le sujet, et 2,
les gens qui vont être impactés par cette décision. Voilà. Alors, on n'a pas le temps là d'approfondir, mais je vous laisse, comme on dit, parfois il y avait un humoriste français qui disait, je vous laisse réfléchir là-dessus, je ne sais plus qui c'est, mais c'est assez passionnant comme principe, quand vous essayez de le mettre en place au quotidien, et c'est d'une élégance au sens mathématique, c'est-à-dire c'est très simple à comprendre. C'est évidemment un peu plus difficile parfois à appliquer, mais il y a une vraie élégance au sens simplicité et efficacité. Donc voilà, c'est une illustration du côté redistribution radicale du pouvoir. Deuxième, wholeness, authenticité. Il s'est aperçu que c'était des entreprises où ils mettaient une attention extrême à une vraie authenticité, pas une authenticité de surface, et même pas une authenticité, ce que j'appelle moi de premier degré, c'est-à-dire essayer de mettre en conformité ce qu'on dit et ce qu'on pense, ce qui est déjà bien, mais une authenticité encore plus profonde, on pourrait dire, qui est de réconcilier, certains psychologues comme Carl Rogers, psychologue américain, ont appelé ça la congruence, l'alignement entre ce qu'on ressent, là ou là, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Congruence, alignement entre ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, et ça va donner, là pareil, beaucoup de processus très concrets dans l'animation des réunions, dans le règlement des conflits. Voilà, faire en sorte que, je pense qu'on a tous fait ce constat, je ne crois pas trop me tromper, que dans beaucoup d'entreprises, on vient travailler qu'avec une seule partie de nous-mêmes, une petite partie de nous-mêmes même, et que qu'est-ce que ça fait du bien quand, parfois, petit à petit, on arrive à venir travailler avec une partie un peu plus grande de nous-mêmes, et encore plus de bien quand on vient travailler avec les plus belles parties de nous-mêmes. Quelqu'un parlait de libération tout à l'heure, quelle sensation de libération. Et moi, ce qui me touche le plus dans l'accompagnement d'équipe que je fais en mindfulness, par exemple, c'est de, même au bout de quelques séances, de voir des gens qui travaillent depuis parfois 5 ans, 10 ans ensemble, se tourner l'un vers l'autre et dire « mais je ne connaissais pas cette partie de toi-même, je ne connaissais pas cette partie de toi ». Et ça crée des liens absolument incroyables. Voilà, donc wholeness, authenticité. Et puis troisième, noble purpose. Donc dans la philosophie indienne, on parle beaucoup de dharma. Qu'est-ce qu'on est censé faire quelle est notre vocation profonde? Qu'est-ce qu'on est censé faire sur cette terre? Et on peut aussi se poser la question pour une organisation. J'en vois tout l'intérêt après avoir loupé pendant 10 ans en tant qu'entrepreneur en Asie, où avec mon associé, en début d'année, notre objectif était au début doubler le chiffre d'affaires chaque an, c'était facile quand on était petit. Après, on s'est fixé être numéro 1 dans tel secteur, avoir une liste de clients les plus prestigieux. Enfin voilà, c'était pour nous l'objectif de l'année. Et on passait complètement à côté, au début en tout cas, de voilà, comment on peut déployer une écoute intérieure pour entendre là où, pas seulement nous en tant que dirigeants, mais où notre organisation, si elle était un être vivant, était appelée à aller. Et dans beaucoup de traditions de sagesse, c'est d'ailleurs l'écoute, la qualité d'écoute intérieure est un des points les plus fondamentaux. Ici à Crébérard, j'y viens pour la première fois, mais je suis très touché par la beauté du lieu. Il y a un cloître, et pour moi le cloître c'est un lieu de cheminement, on marche, mais c'est un lieu d'écoute avant tout. Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Alors dans le vocabulaire du christianisme, c'est que me dit Dieu maintenant? Si on n'est pas chrétien, c'est qu'est-ce qui cherche à émerger en moi peut-être? Qu'est-ce que me dit cette voix de justesse ou cette voix de sagesse? Alors, ça peut paraître assez ésotérique, mais ça peut être aussi très concret. J'ai juste envie de partager une expérience d'une entreprise qui n'est pas classée dans les Teal Organizations ou les organisations opales par Frédéric Laloux, mais qui a beaucoup innové dans d'autres domaines, qui s'appelle Patagonia, une entreprise qui me tient beaucoup à cœur. Juste une petite histoire, il y a un bouquin qui est fabuleux, qui s'appelle « Let My People Go Surfing », un bouquin de management au titre un peu inhabituel, « Laissez mes employés aller surfer quand ils veulent ». Et écrit par le fondateur, Yvon Chouinard. C'est une entreprise qui fait 500 millions de dollars de chiffre d'affaires actuellement. Donc c'est plus du tout une PME, c'est une entreprise à reconnaissance mondiale aussi, pour une chose que je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas. Qui connaît déjà un petit peu l'histoire de Patagonia? Ouais, quelques personnes. C'est une entreprise née dans les années 70 qui a très bien marché assez vite. Sauf que, je crois qu'on était fin 80, ça marchait tellement bien qu'ils ont prévu sur une croissance de 30%. Ils ont prévu une croissance de 30%. Manque de chance, la croissance n'a été que 10%. Du stock, des problèmes de trésor, et il faut licencier pour la première fois, après 20 ans d'histoire assez de croissance forte. Un arrachement pour le fondateur, Yvon Chouinard, il le décrit dans son livre. Et là, il prend une décision inhabituelle. Il emmène tout le monde en Patagonie, tout son comité de direction, pas toute l'entreprise, mais son comité de direction, pour un temps de, je crois, 1 semaine ou 10 jours. Voilà, loin des opérations. Un temps d'écoute, en fait. Il est parti avec un philosophe. Ils sont partis avec un philosophe. Et c'est là qu'a émergé, c'est pour ça que je lis un Noble Purpose, une refonte radicale de l'ambition, de la stratégie même, et de la vocation d'entreprise. C'est là qu'ils ont pris la décision
pour laquelle ils sont connus dans le monde entier maintenant, de faire de Patagonia l'entreprise pionnière, l'entreprise de référence pour la protection de l'environnement. Il y a toute une série d'innovations assez extraordinaires qui sont par exemple avoir commencé à faire des polaires avec des pièces, des bouteilles en plastique recyclées, d'avoir fait une campagne de pub en disant n'achetez pas nos vestes, n'achetez pas nos produits, plus bas, venez les ramener, on les répare à vie gratuitement dans nos magasins. Des choses quand même assez contre-intuitives dans une approche business. Voilà, il y a d'autres innovations, mais c'est pour moi un exemple d'écoute intérieure assez forte, au lieu de pédaler plus fort, au lieu de rester dans le mental et se dire voilà, comment on va surmonter ça, quelle stratégie on va adopter, un temps de recul, un temps d'écoute, et voir ce qui émerge. Voilà. Alors ça, c'est les 3 caractéristiques qui ont été identifiées par Frédéric Laloux. Ce que je voudrais terminer, ce que je voudrais faire dans cette dernière partie de ma présentation, ça a été de vous partager avec vous une de mes expériences les plus fortes de 2017, l'année dernière, qui a été d'avoir animé pendant 3 jours avec Frédéric, qui est un homme magnifique, pour moi, d'authenticité, justement, de simplicité. Une retraite pas très loin, chez vous, dans le Valais, pas très loin d'ici, dans le Valais. 3 jours avec 15 dirigeants, Frédéric et moi, pour, avec ce thème précisément, se réinventer soi-même, réinventer son organisation. 3 jours, 15 dirigeants qui avaient tous fait le choix de se lancer dans une réorganisation profonde selon le modèle des organisations Opal ou TIL. Alors je dis le modèle, en fait, ça n'a rien de coercitif comme modèle, c'est voilà, plus des directions et Frédéric n'a à aucun moment dit c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà, je parle modèle par simplicité. On a 15 dirigeants, imaginez-vous, un très beau lieu aussi, en pleine montagne, à 1500 mètres d'altitude, pendant 3 jours, de nuit, des moments d'échange extrêmement intenses et une authenticité, on parlait tout à l'heure, une authenticité presque unique, tous le disaient, une authenticité, une bienveillance dans les échanges qui permettait que chacun parle avec le plus possible de vérité sur soi-même. Et ce que je voudrais partager avec vous pour terminer, c'est qu'est-ce que ces dirigeants ont dit pendant ces 3 jours. Alors pas tout évidemment, sinon on est encore après le déjeuner, mais en tout cas les points qui m'ont le plus marqué, en fait, que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai identifiés avant de prendre la parole ici. 3 choses, 3 aspects sur lesquels ils ont dû commencer à se réinventer, et ce n'est pas terminé, parce qu'ils sont encore en chemin. Le premier, c'est justement cette authenticité dont on a parlé tout à l'heure. Cet effort, parce que c'est vraiment un effort, c'est même plus une vigilance qu'un effort. C'est jamais gagné, c'est un chemin d'arriver au cœur de l'action. Je parlais tout à l'heure ce geste, quand on est dans cette énergie-là, l'authenticité est toujours passe toujours après, parce qu'il y a toujours plus urgent. En revanche, si on prend des temps de recul régulièrement pour prêter attention à notre degré d'authenticité véritable, à notre congruence véritable, c'est là que notre authenticité est véritablement nourrie. Alors, juste une vignette d'un dirigeant d'une BU, Business Unit, donc d'un grand groupe français, plusieurs milliers de personnes, sous sa responsabilité, et qui a fait un chemin absolument incroyable depuis 3 ans, mais pas seul. C'est ça qui est intéressant. Avec son équipe, il a invité, et pas son équipe, pas juste les N-1, l'ensemble de ceux qui étaient partants sur un mode volontaire, sur un chemin de développement personnel assez profond en fait. Et quand on parle de développement personnel, on se dit souvent, bah, ça c'est pas pour l'entreprise, c'est de la sphère privée, et c'est un parcours quand même d'une dizaine de jours de développement personnel pour chacun des équipiers qu'il voulait, y compris lui, avec des temps en montagne, des temps vraiment d'introspection, pour donner à chacun la chance de viser, tous ceux qui le souhaitaient, de viser à la plus grande authenticité possible. Et moi, j'avais jamais entendu, alors je connaissais beaucoup d'entreprises qui faisaient des programmes de leadership réservés aux leaders, mais avec beaucoup aussi de know-how, de savoir-faire, de techniques, là, du pur développement personnel, pur entre guillemets, qui paraît assez improductif a priori. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une entreprise dans laquelle on a trop l'habitude, c'est une entreprise très industrielle, avec beaucoup de polytechniciens qui en France nourrissent les entreprises industrielles, une entreprise de premier plan, et ce n'est pas du tout dans leurs habitudes. Et donc lui, il a dû s'engager. C'était un véritable engagement pour son image dans la société aussi, parce que ça n'allait pas du tout de soi de développer ce type de programme dans cette entreprise de culture industrielle où, globalement, on ne valorise pas trop les gens qui ne font pas et n'agissent pas. Voilà, donc c'est un premier partage. Donc ça, c'est la culture de l'authenticité, comment on la cultive et qu'on ne la laisse pas au hasard des rencontres. Deuxième point, où
les dirigeants ont été amenés à se réinventer. Je vais y arriver. Parce que j'avais hésité entre 3 et 4 points, je vais le retrouver. Sinon, je vais m'aider de mon petit carnet. Ça va être plus rapide. Parce que je les avais notés quand même. Ça peut arriver. En tango, ça arrive aussi. Mais sauf qu'on ne s'en aperçoit pas toujours quand il y a une faute de pied. Seuls les spécialistes. Pardon? Tout est dans l'emballage. Ah oui, mais voilà. Évidemment, ça a le sens de l'évidence maintenant. C'est partie des choses qui sont évidentes quand on les entend ou qu'on les relit. C'est la redéfinition de leur mission. Et ça, c'est ce qui peut-être frappe le plus. Si vous avez un jour l'occasion de regarder la vidéo, une interview de Just the Block, qui a fondé une organisation qui s'appelle Buds.org, je pourrais vous envoyer via Lorenzo les coordonnées. C'est une entreprise de 10 000 personnes maintenant qui figure dans le livre de Frédéric Laloux. 10 000 personnes aux Pays-Bas, essentiellement des infirmières, qui vous explique qu'avec 10 000 personnes, il a à peu près 80 personnes en fonction support, au siège en fait. Et voilà, il y a quasiment plus. Ce sont des équipes de 10 personnes autogérées sur quasiment l'ensemble des décisions, et que lui, sa vie a changé parce qu'il n'a quasiment plus de décisions à prendre lui-même seul. La grande méprise, c'est qu'on se dit, oui, mais alors qu'est-ce qu'ils font? Les dirigeants de ce type d'organisation ne sont pas écartés, marginalisés, inutiles. Ils participent. Vous vous souvenez de l'advice process tout à l'heure? N'importe qui peut prendre une décision à condition de consulter ceux qui ont l'expertise et ceux qui sont impactés par cette décision. Il se trouve que le dirigeant, qui reste dirigeant quand même, il est souvent dans une des deux catégories. Soit il est l'expertise, ou une partie d'expertise, soit il est impacté aussi par... Donc il a son mot à dire. La grosse différence quand même en termes de charge, on parle de charge mentale, mais la charge du mental du dirigeant c'est quelque chose, en termes de charge, de pression sur, voilà, jour après jour, avoir à prendre toutes ces décisions, même les plus micros, parce qu'elles remontent et parce qu'on se tourne toujours vers le dirigeant pour prendre la décision, tous les dirigeants qui étaient là signale à quel point ça peut contribuer à un allègement profond du poids sur les épaules, ce qui libère, et là je pense, il y a une personne qui était là pendant cette retraite, je pense à une autre personne qui était là, un dirigeant d'une PME d'une 50aine de personnes qui frisait le burn-out et qui a juste à temps transféré vers ce modèle d'organisation et qui disait à quel point il avait retrouvé du souffle, du temps pour lui et que c'était presque vital en fait. Voilà. Et donc, moins de décisions à prendre seul, toujours des décisions à prendre ensemble. Et du coup, aussi plus de temps pour ce qui est en fait, ce qui ressortait chez beaucoup de ces dirigeants qui témoignaient, comment ils avaient dû se réinventer eux-mêmes, c'était cette fonction qui devenait essentielle d'être un peu le gardien de la source. Certains l'appelaient ça la source, Frédéric l'appelait la source lui-même. La source, c'est voilà, quelle est la flamme, la force essentielle d'une organisation. Qu'est-ce qui en fait contribue à sa création au début et qui continue peut-être de brûler, mais ballotté par le vent ou peut-être recouvert par plein d'autres choses inutiles. Et là, je voudrais juste faire un petit diagramme qui n'a pas fait Frédéric, mais que m'avait appris un thérapeute un jour, parce qu'il y a un parallèle avec ce qui se passe dans les couples, dans les organisations. C'est que, ça peut-être parler aussi à certains, moi ça me parle beaucoup en tout cas, la rencontre, c'est avant tout une flamme, c'est une passion, c'est une envie de faire et de construire ensemble. Ça peut remonter à 5, 10, 15 ans, mais voilà, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se souvenir de ces moments de rencontre, des premiers temps de la rencontre. Voilà, il y a cette source, il y a cette flamme. Ensuite, juste après, il y a les projets. On fait des projets de famille, des projets de maison, et ça reste une phase très enthousiasmante. Et puis après, il y a le quotidien. Il y a les projets qui se mettent en place dans le quotidien. Voilà, on va parfois dans des directions un peu séparées. On est chacun au quotidien impliqué sur un projet, sur plusieurs projets, et on n'est plus forcément connecté. Et puis la petite flamme ou la source, quelle que soit la métaphore qu'on utilise, au final, on s'en souvient plus beaucoup. Et je peux en parler avec d'autant plus d'humilité qu'on en est un peu à cette phase en ce moment avec mon épouse. Donc on garde ce schéma, voilà, on a 9 ans, on a perdu une partie de cette flamme avec 2 enfants petits. Et voilà, ce que ce thérapeute m'avait appris et qui me sert beaucoup maintenant, c'est dans les organisations comme dans ce type de relation, ça peut être immensément précieux et riche de reprendre du temps à se reconnecter à cette flamme, à cette source. Qu'est-ce qui nous a réunis pour ce projet d'entreprise? Qu'est-ce qui nous donne de l'enthousiasme au quotidien? Qu'est-ce qui peut nous aider à continuer sur notre chemin ensemble? Et le revisiter pas seulement une fois, mais peut-être
Pourquoi pas? Aussi régulièrement qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, très régulièrement. Mettre ça comme une priorité dans notre emploi du temps, d'être attentif à la source. Et ça, c'est une des plus grandes formes de réinvention dont ont témoigné les dirigeants qui étaient là. Leur rôle d'être, parce qu'ils sont justement un peu plus détachés des opérations, leur rôle fondamental d'être gardien de la source, gardien de la flamme, d'inviter régulièrement les gens à revenir à cette source, à cette flamme première. Donc réinvention assez difficile pour pas mal de gens qui sont quand même câblés pour l'action. Ils ne sont pas arrivés dirigeants par hasard, c'est-à-dire qu'ils aiment agir, ils aiment que ça aille vite, ils aiment que ce soit efficace, et ce n'est pas complètement naturel de se réinventer complètement comme ça vers une autre posture de dirigeant. Et puis pour terminer, troisième, je ne sais pas où on est en temps. C'est bon, tu as encore 3 minutes. Encore 3 minutes, d'accord. Un troisième témoignage, autre source de témoignage, c'est la place qu'on donne à son ego. Alors là, un mot qui peut paraître assez gros, mais qui peut être, pas sens gros mot au sens vulgaire, mais un peu pesant, par où on le prend, où est-ce que ça finit. Mais ça peut être aussi très concret et presque ludique, on pourrait dire. Quand on parle de la place de l'ego qu'on laisse, la place qu'on laisse à son ego en tant que dirigeant, moi j'ai souvent, c'est une image que je partage, vous savez le petit jeu Où est Charlie, où il faut trouver un petit personnage caché dans les branches, dans les arbres. Ben, on peut transformer ce travail d'attention où à quel degré notre ego influence nos décisions, notre envie de reprendre la main, de reprendre le pouvoir quand on voit que ça ne va pas tout à fait dans la direction qu'on voulait. On peut prendre ce travail d'attention, d'awareness, comme un petit jeu aussi ludique que Où est Charlie. Et je pense en particulier à un dirigeant d'une PME, c'était plus une conversation en face à face, en marge de la retraite, mais qui me témoignait parce qu'il est charismatique, il a une vraie force de caractère. C'est une entreprise qu'il a créée lui-même. Et la tentation de reprendre la main, de se dire, bon, l'advice process c'est bien, mais là, il faut que ce soit moi qui décide. À quel point aussi, c'était une invitation quasiment permanente de ses collaborateurs d'aller lui demander, en tout cas au début du chemin, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que son avis, à lui, forcément, allait fortement façonner la décision. Voilà, il me partageait à quel point son ego était flatté dans ces moments-là. On venait le chercher. À quel point aussi, parfois, c'est son ego qui voulait reprendre lui-même la barre. Et voilà, donc c'était pour lui une attention constante à, voilà, où est, pas éliminer du tout l'ego, hein, mais faire en sorte qu'il soit à la juste place, c'est-à-dire, moi ce que j'appelle ça, sur la banquette arrière. Pas les 2 mains sur le volant à façonner toutes nos décisions et toutes nos envies, mais sur la banquette arrière, c'est-à-dire qu'on entend la voix, on entend ce que notre ego voudrait faire, et puis on se dit, parfois c'est judicieux, parce que c'est évidemment très utile dans certaines occasions, et puis parfois c'est peut-être moins judicieux, donc on peut décider de dire, ok, j'entends cette voix intérieure, j'entends cette voix de l'ego, et en même temps je décide consciemment de la mettre de côté, de ne pas la suivre cette fois-là. Voilà, donc c'était les trois chemins de transformation intérieure dont témoignaient ces dirigeants-là. Juste pour résumer, l'attention à l'authenticité, la redéfinition de leur rôle, une redéfinition assez profonde de leur rôle, et puis l'attention vraiment très régulière à la place que prend l'ego dans leurs décisions. Voilà, j'ai presque terminé. Juste pour terminer justement sur une note, moi, ce qui m'a frappé, alors à chaque fois que j'écoute des témoignages de ces dirigeants-là, ou que je vois des vidéos, parce qu'il y a aussi beaucoup de vidéos qui circulent, c'est la force de vie, la vitalité. Et c'est une chose qu'explique Frédéric au début de son livre. On a conçu nos organisations actuelles un peu comme des machines, c'est le paradigme industriel du XXe siècle, qui est encore assez prégnant dans nos organisations. On essaie de rendre la machine la plus efficace en utilisant au mieux les ressources humaines. Voilà, c'est assez intéressant de voir comment le paradigme de la machine est encore assez prégnant. Et moi, quand j'écoute tous ces dirigeants, ce qui me frappe, c'est la force de vie. Et je voudrais témoigner un des dirigeants justement de ce grand groupe, qui est pionnier, qui a la protection de son CEO, qui lui a dit, en gros, bon, moi je comprends rien à ce que vous faites, je suis trop vieux, mais allez-y, je vous protège. Temporairement, il y a quand même un certain... Mais voilà, au moins il a une certaine carte libre pour expérimenter. Et du coup, il en a profité pour aller partager son expérience avec d'autres dirigeants de business units, dirigeants d'usines. Et il m'a invité à aller animer une journée avec 15 d'entre eux, donc lui et 14 autres récemment.
Et ce qui m'a vraiment, vraiment frappé, c'est quand il a partagé son expérience, qu'on a regardé ensemble de vidéos, de témoignages de ces entreprises, c'est qu'il y avait de plus en plus de vie dans la pièce. Il y avait comme une vibrancy, comme quelque chose de vibrant en fait. Et voilà, moi c'est ce qui me touche beaucoup parce que je sais que quand il y a de la vie, il y a de la créativité, il y a de la force, il y a même de la puissance, et que la performance est une conséquence presque naturelle quand il y a cette vie-là. Voilà, donc c'était là que j'avais envie de terminer. Merci pour votre attention.